C'est Ahmed Hamdad, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous conjuguez plusieurs passions, finalement. Oui, la première passion, c'est la peinture. Je peins depuis une cinquantaine d'années. Elle a grandi avec vous, la passion? Ma première exposition, elle date de 1965. Le vernissage a été fait par le président de feu Ben Bella, à l'époque. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir comme un maître espagnol, comme professeur de dessin, à l'époque où j'étais au lycée, dans le secondaire. Et c'est lui qui m'a initié à la peinture. Et c'est sous sa coupe que j'ai fait cette exposition de peinture de 65. Une année après, j'ai exposé. C'est votre enseignant qui a décelé un petit peu cette passion chez vous Oui, on a eu la chance d'avoir ce professeur qui était espagnol, un réfugié politique. Il s'est allé à Belabès, disons, les années 50. Et quand on est devenu indépendant, il n'y avait pas de professeur de dessin, ils lui ont fait appel. Et il a été professeur au lycée jusqu'à son départ, son retour en France. Et ainsi, c'est avec lui que il m'a initié à la peinture et puis j'ai continué. Vous avez continué jusqu'à nos jours. D'ailleurs, vous continuez à peindre, vous continuez à exposer, vous continuez à faire de belles œuvres. Mais sinon, on va rester à la peinture. Après, on passera à l'écriture et à la lecture. Oui. Par rapport à la peinture, il y a un style particulier que vous épousez? Vous savez, mon maître était un peintre figuratif. C'est-à-dire, c'est pas un abstrait. Et dans le sens que tout ce que j'ai appris de lui, c'est dans la technique figurative. Bon, une fois que j'ai développé ma peinture, 20 ans après, etc., je suis sorti un petit peu de réalisme et j'ai fait quelques œuvres surréalistes, un peu, une philosophie, une expression spirituelle que j'essaie d'exprimer à travers une toile. De temps en temps, évidemment, c'est-à-dire on sort du cadre réaliste, voilà. On se défoule un peu. Voilà, vous explorez d'autres courants, voilà, on explore un petit peu l'imaginaire de peinture. J'explore un petit peu l'imaginaire, un peu, parfois une forme de spiritualité aussi. Et ces derniers temps, c'est depuis une 2 années, je m'intéresse beaucoup plus au Sahara, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qu'il y a dans le Tassili, etc., les personnages, les paysages, etc. Un petit peu pour remettre sur scène un petit peu la beauté de du Sahara, de notre Sahara. Et donc je suis encore dessus, j'ai une série de toiles que je suis en train de faire. Peut-être que je ferai une exposition avant la fin de l'année. Il faut. Voilà. Hein? Il faut la faire. Pourquoi peut-être? Oui, c'est-à-dire que vous savez, je travaille souvent 2-3 œuvres à la fois, comme je fais de la peinture à l'huile, donc j'attends que ça sèche pour revenir à l'autre. C'est pour ça que ça demande un peu plus de temps. Ça demande un peu plus de temps. Donc 2-3 œuvres à la fois, c'est selon l'inspiration du moment. Voilà, l'inspiration, et puis la toile aussi. Des fois, elle te demande de dire ça suffit. Laisse-moi sécher. Finalement, elle s'impose la toile. Hein? Oui, elle s'impose à moi et puis elle me domine, pratiquement, parce que je suis obligé de. Vous savez, je suis très critique en matière de style, etc. Donc j'estime que je fais ce qui me plaît. Donc si ça me plaît pas, donc il faut que je refasse, je travaille jusqu'à ce que je trouve la vision que je cherche, qui me plaît à moi d'abord. Et je pense que quand elle me plaît à moi, je pense qu'elle plaira aussi au public, quoi. Voilà, effectivement, ce sont effectivement des émotions que le public ressent très vite et arrive très vite donc à comprendre. Donc là, nous sommes en train de découvrir l'une de vos toiles que vous nous avez ramenée sur le plateau. Donc c'est une toile qui a été retenue pour justement la page de garde de l'un de vos livres. Alors peut-être on va parler de cette toile que vous nous avez ramenée aujourd'hui. Oui, c'est quand j'ai achevé ma recherche sur la montagne de Jebel Rouba, qui est dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, et je me suis dit, il faut bien que qu'est-ce que je vais mettre comme affiche, comme couverture. Et je me suis dit, pourquoi pas peindre une toile de ce menhir, si vous voulez, ce mausolée avec ce dolmen qui sont très imposants dans la montagne. C'est le plus imposant.
Et je l'ai peint pour... Finalement, c'est la carte d'identité de cette petite montagne qui est Jebel Roba. Où j'ai... bon, ce Jebel Roba, il fait partie un peu de mon enfance, parce que il est à côté des terres de ma famille, n'est-ce pas, les propriétés de ma famille dans la wilaya de Belabès. Et donc, j'y allais souvent depuis mon enfance, n'est-ce pas. Et donc, un jour, j'ai découvert que le nom Roba existait dans l'histoire. Quand j'ai lu un livre qu'avait écrit Charles-André Julien, il parle d'une religieuse nommée Roba, une donatiste. Et là, je me suis dit, peut-être que sur cette montagne, ces pierres un peu bizarres, etc., cet agencement, peut-être c'est la basilique, la fameuse basilique dont parle Charles-André Julien. Mais finalement, en examinant davantage cette montagne, j'ai trouvé qu'elle n'avait rien d'une basilique. Par contre, la basilique se trouvait dans une cité romaine qui s'appelle Ala Miliaria, dans la wilaya de Mascara, hein, à côté d'un petit village qui s'appelle Benyen. Et là, je me suis dit, bon, puisque la religieuse Roba a sa basilique à Benyen, donc ma montagne de Jebel Roba, je ne pense pas qu'elle porte le nom de cette religieuse. Et là, j'ai commencé à examiner davantage ces pierres. En plus, il y a une légende qui tourne dans toute cette montagne. Et j'ai eu une intuition que ces pierres-là, elles ressemblaient beaucoup plus à des tumulus, des basinas, enfin, c'est-à-dire des sépultures préhistoriques. Comme je dis souvent, ce genre de recherche sur les sépultures préhistoriques, j'avais une certaine ressemblance. Et puis un jour, je découvre dans les plans cadastraux de ma famille un plan qui appartenait à une terre qui appartenait à la famille, et à côté, il y avait Jebel Roba, dessiné par des géomètres au début du siècle. Et là, j'ai découvert que, sur ce plan-là, qu'il y avait des temples ce que vous appelez les archéologues, les anthropologues français appelaient Jahl, c'est-à-dire anté-islamique. Ah, je me suis dit, donc, mon intuition était bonne. Donc, ces temples-là, c'est des temples sûrement préhistoriques. Et là, j'ai entamé une recherche sur place, en vision, faire des comparaisons entre ce que je vois et ce que je lis sur les recherches préhistoriques, des recherches préhistoriques des archéologues tels que Gzell, etc., Gabriel Camps, etc. Oui. Il y avait beaucoup de ressemblances. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'écrive ce livre. Et je vais essayer de définir ce que j'ai vu, qui se rapporte à une nécropole préhistorique. Et justement, vous êtes arrivé à quelle période de la préhistoire? Oui. Alors là, ce livre-là, vous voulez qu'on continue de se barouder? Oui, toujours ce livre. Donc je vous disais, vous êtes arrivé à quelle période de l'histoire? Donc finalement, c'est une histoire qui se situe par rapport à la ligne historique. Elle se situe où dans l'histoire? De Jebel Roba. C'est la préhistoire. La préhistoire. Vous savez, les temples Jahl, c'est les temples. 4000 ans environ. On est à 4000 ans. Peut-être normalement. Moi, j'ai fait une approximation à 3500 ans. 3500 ans. Voilà. C'est-à-dire la plus ancienne dolmen. Mais par contre, il y a encore parce que vous savez, les Amazirs n'ont jamais changé leur cimetière. Ils ont toujours enterré leurs morts au même endroit. Oui. Donc, vous pouvez trouver des sépultures de 2000 ans, 1000 ans, jusqu'à l'Antiquité. Ils ont enterré leurs morts dans les mêmes cimetières jusqu'à l'Antiquité. Donc, oui. Mais sinon, vous intitulez votre livre, donc Jebel Roba, mythe et réalité. Donc lorsqu'on parle de mythe et réalité, ça veut dire que réellement il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de ce Jebel. Et la réalité, ça veut dire que vous êtes là vraiment à chercher la réalité des choses, la vérité. Oui. C'est-à-dire que quand je dis mythe, parce que autour de Jebel Roba, depuis mon enfance, il y a une légende qui entoure ce Jebel. Une légende de personnes, il y a très longtemps, qui ont été fossilisées, c'est-à-dire ils ont été pétrifiés. Une malédiction est tombée sur eux, ils étaient sur la montagne, semble-t-il, d'après la légende. La légende, oui.
célébrer un mariage, et puis une des femmes a commis un sacrilège, et ils ont été pétrifiés sur place, c'est-à-dire assis. Et nos anciennes, depuis toujours, disent que quand on voit, je pèle dans le bas parce qu'il y a un petit mausolée rustique, d'ailleurs il est dans le tableau là, et c'est lui qui, si vous voulez, c'est pas un mausolée, c'est un petit abri rustique. Et cet abri-là, il le dénomme Hawitat Lallaroba, n'est-ce pas? Nos femmes, nos anciennes viennent le visiter, poser des bijoux, des bougies, la tradition maraboutique, quoi. Oui. Et donc, nos anciennes, quand elles allaient sur cette montagne, ils nous disaient, on était jeunes, nous racontaient des histoires que on voit la mariée, on voit des personnes qui étaient là sur place, assis avec leurs bijoux, tout en pierre, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait le rapprochement entre la position de ces pétrifiés avec la légende. Hein, ces gens-là assis, accroupis, comme les Amazirs, quand ils enterraient leurs morts, ils les enterraient recroquevillés. Pas selon la formule musulmane allongée. Donc c'est ça la différence qui a fait. Et puis on trouvait, paraît-il, avec ils les enterraient avec leurs outils, des bijoux, des plats, des accessoires. Des accessoires parce qu'on croyait à l'époque effectivement voilà, à parce qu'ils la se disent vie après la mort. Voilà, il y a une vie après la mort et ces gens-là, quand ils vont se ressusciter, ils vont trouver toute cette panoplie d'ustensiles et de nourriture qu'ils vont utiliser. Pour pouvoir survivre dans l'au-delà. Voilà, donc la légende et la réalité, c'est là qu'elles se confondent et puis m'ont donné cette idée, cette conclusion que c'est vraiment une nécropole préhistorique. Voilà. Et justement, monsieur Hamdane, votre passion pour l'histoire, pour la préhistoire, vous a amené aussi à écrire un autre livre, donc L'homme de la préhistoire à l'Antiquité. Là aussi, c'est une autre recherche très scientifique, très archéologique de l'évolution de l'être humain, donc de la préhistoire, anthropologique de la préhistoire à l'Antiquité. Vous savez, ce livre-là, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai écrit d'abord mon premier livre, un gros livre de 550 pages. J'ai mis pratiquement 5 ou 6 ans pour le faire. L'histoire des Amazirs. Oui. Les Amazirs, le peuple d'Afrique du Nord, de 3500 ans avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ. Pratiquement 4000 ans d'histoire. Je les ai développés étape par étape, date par date. Tous les personnages qui sont impliqués dans l'histoire de l'Afrique du Nord ont été cités, leurs dates, tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est un gros livre. Et quand je l'ai fini, je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin. Oui. Et c'est là que j'ai eu cette idée de faire ce livre. D'accord. Parce qu'il y a un lien entre ce livre et mon premier livre. Ce livre, il commence à partir de la préhistoire, Australopithèque, Homo erectus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens archaïque, 3000 ans avant Jésus-Christ, Homo sapiens moderne, Homo sapiens sapiens qui est Homo sapiens moderne. Homo sapiens moderne, on découvre sur les fameux Athériens, les Mestoïdes, qui rencontrent les Capsiens qui sont venus du sud, enfin de l'est plutôt, du Moyen-Orient, et ils en font un seul groupe humain, n'est-ce pas? Et ce groupe humain, il se développe sur le plan culturel, n'est-ce pas? Il se développe sur le plan social et culturel, et il donne ce que nous savons des hommes préhistoriques de l'Afrique du Nord. Quoi. Et de là, à partir de ces Mestoïdes capsiens, on débouche sur les proto-méditerranéens qui sont venus du nord, ils sont installés au sud, parce qu'il y avait justement le Sahara à l'époque, le climat était très humide, donc il attirait beaucoup de population. Et donc, à partir de cette période-là, c'est-à-dire 5000 ans, 6000 ans, il y a une période qui s'appelle la période paléo-berbère. Oui. Qui est définie par rapport au climat. Le climat a obligé ces tribus à se rassembler en confédération de tribales et de rentrer dans une période politique qui s'appelle la période paléo-berbère. Ils sont devenus c'est-à-dire des tribus qui peuvent agir sur le plan historique.
Mais il faut dire, Monsieur Hamdad, pour ce qui est des études et des recherches préhistoriques, anthropologiques, préhistoriques, il faut dire qu'en Algérie particulièrement, il y a beaucoup de matière. Nous avons déjà l'homme de Tirnif, qui a été longtemps, qui a pris le trône, on va dire, du premier pendant longtemps. Ensuite, il y a eu dernièrement la découverte donc de l'homme le plus ancien du côté de Sétif. Donc tout cela, ce sont une matière vraiment très enrichissante pour tout ce qui est de la compréhension finalement de l'apparition de l'être humain et l'évolution de l'être humain que vous mettez en valeur dans votre livre. Oui, c'est-à-dire que là, j'arrive à déterminer, enfin à montrer, par rapport à toutes les découvertes qui ont été faites par les préhistoriens, disons les années 30, 40, 50, etc., et aussi par rapport aussi à la génétique, que l'histoire est vraiment, l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Et de ce fait-là, on définit qu'en définitive, l'histoire, si vous voulez, c'est à partir de l'Afrique du Nord, enfin de l'Afrique, que les Homo erectus, ensuite les Homo sapiens, ont pu essaimer la planète grâce à ces ponts de glace qui étaient là, qui apparaissaient pratiquement tous les 100 000 ans à peu près. Et donc, grâce à ces ponts de glace, ils ont pu traverser les mers, parce que le niveau de la mer, ça se baisse automatiquement, ils pouvaient essaimer toute la planète. Et c'est comme ça qu'il y a eu donc peuplement de la planète. Sinon, il y a un autre facteur, il y a un autre facteur qui définit que l'Afrique est vraiment un berceau de l'humanité, c'est la diversité des ADN. En Afrique, il y a une très grande diversité d'ADN en comparaison aux autres continents. Il y a moins de diversité. Et ce qui fait que c'est une preuve que justement le départ a été pris à partir de l'Afrique. Et justement, Monsieur Hamdad, votre passion pour l'histoire, pour la préhistoire, l'anthropologie, l'évolution humaine, vous n'allez pas vous arrêter ici, j'ai envie de dire. D'autres projets, un autre livre aussi pour bientôt, on espère. Oui, ce livre-là, sur les traces de la religieuse Rouba. Vous savez, cette dame, elle m'a beaucoup intrigué, ce qui fait que j'ai finalement, pas intrigué, mais disons, j'ai voulu mettre un peu d'ordre quand même sur la vie de cette religieuse Rouba. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur elle, alors qu'en réalité, on ne connaît qu'une épitaphe. Une épitaphe, n'est-ce pas? Cette épitaphe, elle dit que cette religieuse Rouba a été assassiné par des traditeurs, si vous voulez, c'est des chrétiens qui étaient proches du pouvoir romain à l'époque, et les donatistes, ces coreligionnaires, pour l'honorer, lui ont construit une basilique, n'est-ce pas, à sa mémoire. Et on sait aussi que elle a été sœur d'un évêque d'une ville qui s'appelle Aquasirens, pas loin de Belabès, à côté de Wanifia. On a trouvé aussi d'autres épitaphes, d'autres caveaux à côté de celle de Rouba, mais tous les caveaux datent du 5e siècle. Effectivement, alors justement, toutes ces informations, on les retrouve dans votre prochain livre, Inch'Allah. En tout cas, on espère qu'on le verra très bientôt. Donc, en librairie, pour venir enrichir encore une fois les étalages donc, de littérature, particulièrement dans la vie humaine. En tout cas, Monsieur Hamdad, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de partager surtout votre passion et toutes vos recherches avec nous. Je rappelle, c'est Ahmed Hamdad, donc vous êtes auteur, artiste peintre, passionné de lecture aussi et de recherche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation à vous. C'est moi qui vous remercie. Allah yaslimak, marhaba bik.